Je m'appelle Cooper. J'ai 20 ans et je suis étudiant. Mon père, Elias, avait 47 ans lorsqu'il est décédé d'une crise cardiaque il y a 8 mois. C'était un événement totalement inattendu. Un instant, il m'envoyait un texto à propos d'un même idiot. L'instant d'après, il avait disparu. Sans prévenir, sans au revoir, juste un vide. Sa mort a déchiré notre famille. Ce n'était pas seulement un bon père. C'était le genre d'homme présent à toutes les activités scolaires, qui m'apprenait à conduire sur le parking du lycée et qui s'assurait toujours que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour la fac. Le genre de père qui m'écoutait vraiment. Après sa mort, je ne pouvais plus rester à la maison. Tout dans cette maison me le rappelait. Ses chaussures toujours près de la porte, la tasse qu'il utilisait toujours pour son café du matin, son rire qui résonnait dans ma tête chaque fois que je passais devant le salon. Alors, je me suis plongé dans mes cours à l'université d'État, qui est à environ 4 heures de route. Je suis en première année de comptabilité et me noyer dans les examens et les devoirs semblait être mon seul moyen de respirer. Maman, Chloé, 44 ans, semblait comprendre. Nous étions toutes les deux anéanties, au début, nous nous appuyions l'une sur l'autre. Nous nous téléphonions tous les 2 ou 3 jours, juste pour prendre de mes nouvelles. Elle m'a dit qu'elle aussi était occupée, travaillant comme responsable administrative dans une agence de marketing, ce qui l'aidait à surmonter les épreuves. Je l'ai cru. Le deuil ne suit pas un calendrier précis. Mais ces 3 derniers mois, quelque chose a changé. Nos appels sont devenus moins fréquents. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a balayé la situation d'un revers de main, le travail est vraiment dingue, ma puce. Je fais des heures supplémentaires pour me distraire. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que c'était sa façon de gérer la douleur. Elle a également arrêté de publier sur les réseaux sociaux. Ça peut paraître anodin, mais maman publiait beaucoup, surtout des photos avec papa. C'était logique pour moi. Pourquoi ressasser des souvenirs qui me font mal? J'ai pris ça comme un autre signe qu'elle vivait son deuil à sa manière. Et puis il y a le fonds fiduciaire. Papa l'avait créé pour moi quand j'avais 16 ans. L'argent de son entreprise était censé couvrir toutes mes dépenses universitaires, les frais de scolarité, les livres, le logement, tout. Il disait toujours qu'il ne voulait pas que je m'inquiète des dettes. Son associé, Dylan, âgé de 52 ans, gérait le fonds. Dylan fait pratiquement partie de la famille. Papa et lui sont meilleurs amis depuis le lycée, et sa femme Gianna a été comme une seconde maman pour moi quand j'étais petite. Après les funérailles, Dylan m'a fait asseoir et m'a dit, « Ton père a prévu cette coopérative. Le fonds est en sécurité. Tu te concentres sur tes études. » D'accord. Je lui faisais confiance. Je leur faisais confiance à tous. Alors, il y a 3 semaines, je suis rentré à la maison pour les vacances d'hiver. Je m'attendais à un Noël difficile, notre premier sans papa. J'ai pensé aider maman à traverser cette épreuve, peut-être trier certaines de ses affaires ensemble, essayer de faire en sorte que les choses paraissent supportables. Mais quand je suis arrivé dans l'allée, il y avait un pick-up bleu que je ne connaissais pas, garé à côté de la voiture de maman. C'était bizarre. Papa s'occupait de tout, et elle ne mentionnait jamais personne. Je suis entré dans la maison et je me suis arrêté net sur le seuil de la cuisine. Il y avait maman et un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Ils se tenaient très près, trop près. Sa main était sur sa taille. Je me souviens avoir pensé que je m'étais peut-être trompé de maison. Et puis j'ai remarqué autre chose. Ils portaient tous les deux des alliances. Mon cœur s'est figé. Ils se sont retournés et m'ont regardé. Maman n'a pas bronché. Elle n'a pas sursauté comme si elle s'était fait prendre. Elle n'avait pas l'air coupable ou nerveuse. Elle a souri comme si de rien n'était. Et puis elle a dit ça d'une voix calme et pragmatique, comme si elle me disait qu'on n'avait plus de lait. Voici Ézéchiel. Elle a dit, mon mari. Elle a marqué une pause, laissant le message flotter comme une bombe. On s'est mariés il y a 2 semaines au tribunal. Ézéchiel semblait avoir la 50aine. Taille moyenne, cheveux gris, barbe courte. Il portait une sorte d'uniforme de travail, un pantalon foncé, une veste griffée avec son nom brodé sur la poitrine. Il se tenait là, comme s'il avait toujours été là, comme si c'était sa maison. Je les fixais, stupéfaite. Ma voix était monocorde et brisée. Que veux-tu dire, mon mari? Le sourire de maman ne faiblissait pas, on s'est rencontrés il y a 6 mois, dit-elle comme si de rien n'était.
Son entreprise est venue installer de nouveaux systèmes informatiques au travail. On a commencé à discuter. On sort ensemble depuis 4 mois et on s'est marié il y a 2 semaines au tribunal. J'ai cligné des yeux, essayant de rembobiner la conversation, comme si j'avais mal compris. Tu l'as épousée et tu ne me l'as pas dit. Elle a croisé les bras, sans colère, juste ferme. On est tous les deux adultes. On sait ce qu'on veut. Et Ézéchiel me rend heureuse. Je n'arrivais pas à y croire. Pendant des mois, 4 mois. Le corps de papa était à peine enterré qu'elle a commencé à fréquenter ce type. Je me suis passé la main dans les cheveux. Pourquoi n'as-tu rien dit? On se parle au téléphone. Je te demande comment tu vas. Tu n'as pas mentionné Ézéchiel une seule fois. Elle a poussé un soupir et haussé les épaules. Parce que je ne voulais pas te le dire avant de savoir que c'était sérieux. Et tu as dû gérer ton propre deuil. Je ne voulais pas en rajouter. Puis Ézéchiel a pris la parole pour la première fois. Sa voix était grave, calme, comme s'il s'était entraîné à ce moment précis. Je comprends que ce soit un choc, Cooper. C'est beaucoup à encaisser. Mais j'espère qu'on apprendra à se connaître. Je n'essaie pas de remplacer ton père. Je l'ai à peine regardé. J'étais encore concentré sur maman. Tout ça me semblait faux, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre par erreur. Il faut que je parle à maman seule, ai-je dit sèchement. Ézéchiel a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Bien sûr, dit-il en se dirigeant déjà vers le salon. Je vais vous laisser un peu d'espace. En partant, je remarquai les détails qui me retournèrent l'estomac. Sa veste était accrochée à la chaise de papa, celle où il s'asseyait toujours pour lire le journal. Il y avait des bottes de travail boueuses près de la porte. Certainement pas celles de papa. Je me tournai vers maman. Ma voix était tendue. Tu as gardé tout ça pour moi. Tu m'as laissé rentrer sans dire un mot, attendant juste de me le dire. Elle avait l'air agacée, comme si j'étais déraisonnable. Cooper, j'allais te le dire. Je voulais juste attendre le bon moment. Le bon moment, répétai-je. Tu as épousé une inconnue et tu ne pensais pas que je méritais de savoir. Tu ne pensais pas que ton enfant unique devrait peut-être en entendre parler avant que ce soit fait. Son ton devint sec. Tu es injuste. J'ai vécu l'enfer aussi. J'ai perdu mon mari. J'ai dû trouver comment continuer à vivre. Je le sais, dis-je en élevant la voix. Mais ça fait 8 mois. Tu ne trouves pas que tout ça va un peu vite? Et puis elle l'a dit. Ton père est parti, Cooper. Je ne peux pas vivre éternellement dans le passé. Ézéchiel m'a aidé à comprendre ça. Je dois construire un nouvel avenir, ne pas rester enfoui dans de vieux souvenirs. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je les fixai du regard, hésitant entre crier ou pleurer. Au lieu de ça, j'ai ravalé ma colère. J'ai juste besoin d'un peu de temps, ai-je réussi à le faire? Puis-je rester dans ma chambre ce soir? Bien sûr, dit-elle rapidement. Mais elle ajouta d'un ton ferme et définitif, mais Ézéchiel restera aussi. C'est chez lui maintenant. Sa façon de le dire, comme si c'était un fait que je devais accepter, me retourna encore plus l'estomac. Je ne répondis pas. Je me tournai et montai à l'étage. Dès que je suis arrivé dans ma chambre, je fermai la porte et appelai Dylan. Il répondit à la 2e sonnerie. Coupe, tout va bien? J'inspirai. Non, pas du tout. Je lui ai tout raconté sur Ézéchiel, le mariage, comment maman n'avait pas dit un mot avant que je les surprenne. Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Puis Dylan a dit qu'elle n'avait jamais évoqué ce genre de choses lors de nos conversations. Et nous avons parlé plusieurs fois ces 2 derniers mois de cette histoire de fiducie. Je me suis passé la main sur le visage. Je ne sais pas ce qui se passe, Dylan. Quelque chose cloche. Il a hésité. Il y a quelque chose que tu dois savoir, a-t-il dit. Il y a environ 3 semaines, ta mère m'a appelé. Elle m'a demandé s'il était possible de transférer les fonds de la fiducie sur un compte joint avec son nouveau mari. Elle a prétendu qu'il serait plus facile de gérer tes frais de scolarité si elle avait un accès direct à l'argent, a dit Dylan au téléphone, la voix tendue par l'inquiétude. Je me suis assis au bord de mon lit, le cœur battant la chamade. Attends, quoi? J'étais malade. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit, non, Cooper. La fiducie est juridiquement contraignante.
Elle ne peut être modifiée sans l'approbation du tribunal. Mais elle ne voulait pas l'abandonner. Elle a insisté. Elle s'est énervée quand je suis resté sur mes positions. Elle a dit que je rendais les choses plus difficiles que nécessaire, dans une période déjà douloureuse. J'ai serré les mâchoires. A-t-elle expliqué pourquoi elle avait besoin d'un droit de visite? Elle est restée vague. Elle a juste répété que cela faciliterait les choses. Quand je lui ai rappelé que ton père souhaitait expressément que la fiducie soit gérée de manière indépendante, elle s'est mise en colère. Elle a dit qu'elle trouverait un avocat qui pourrait l'aider à faire ce qui est le mieux pour sa famille. Je suis resté silencieux un long moment, essayant de respirer malgré le poids qui me pesait sur la poitrine. Ton père était intelligent, a ajouté Dylan doucement. Il s'inquiétait de ses dépenses. C'est pour ça qu'il a mis des garanties. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je fixais le plafond, repensant à chaque appel téléphonique. Chaque fois qu'elle me disait qu'elle était occupée par son travail, tous les petits changements, les silences, tout prenait sens maintenant, et cela me laissait un sentiment de vide. Le lendemain matin, j'ai plié bagages. J'ai rangé mes affaires et j'ai descendu mes sacs. Maman était dans la cuisine. Elle avait l'air surprise. Tu pars déjà? J'ai besoin d'espace, ai-je dit. De réfléchir. Son visage s'est assombri. Cooper, viens. C'est chez toi. Vraiment? Ai-je dit, sans vouloir être cruel, mais trop fatigué pour faire semblant. Ézéchiel est entré dans l'embrasure de la porte derrière elle. Regarde, a-t-il dit en levant les mains comme s'il désamorçait une prise d'otage. Je comprends que ça a été un tourbillon. Les familles ont besoin de temps pour s'adapter au changement. Je ne l'ai même pas regardé. Je suis sorti par la porte d'entrée. J'ai filé directement chez Dylan et Gianna. Je n'ai même pas appelé. Quand Gianna a ouvert la porte et a vu mon visage, elle a juste dit « Entre, ma puce » et m'a serré dans ses bras avant même que je puisse dire un mot. Nous nous sommes assises dans leur salon et je leur ai tout raconté, ce que maman avait dit, comment je m'étais sentie surprise, et l'histoire du conte en fiducie. La main de Gianna s'est portée à sa bouche. Oh mon Dieu! Elle m'a appelé il y a 2 mois pour me poser toutes ces questions sur l'assurance vie d'Elias et les comptes professionnels. Je pensais qu'elle essayait juste de mettre de l'ordre dans ses finances. Mais maintenant, tout semblait être un plan. Dylan est parti et est revenu avec un dossier. Ton père m'a donné des copies de tout quand il a créé la fiducie, a-t-il dit en le posant devant moi. Je l'ai ouvert lentement, lisant les clauses soigneusement tapées. La fiducie ne pouvait servir qu'à mes études et à mes frais de subsistance pendant mes études. Après l'obtention de mon diplôme, ce qui resterait serait à moi, libre de le gérer. C'était écrit noir sur blanc. Maman n'avait aucun pouvoir sur les polices. Pas d'accès, pas de redirection, pas de faille. Et puis une autre clause, dont j'ignorais l'existence. Ton père l'a ajoutée lui-même, dit Dylan en tapotant la section. Toute modification de la fiducie doit être approuvée par moi et un juge aux affaires familiales. Il voulait que ce soit sans faille. Pourquoi, demandai-je, même si je commençais à deviner. Gianna baissa les yeux, puis dit doucement. Ta mère avait des problèmes de dépenses. Elle a accumulé des dettes de cartes de crédit plus d'une fois. Elias voulait juste s'assurer que rien ne compromette ton avenir. J'ai dégluti avec difficulté. Reste ici aussi longtemps que tu en auras besoin, dit Gianna fermement. On verra ça ensemble. Elle a aménagé la chambre d'amis et s'y est sentie comme chez elle en quelques minutes. Des draps propres, des serviettes, et même mes encas préférés sur la table de nuit. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné 6 fois. Maman, je n'ai pas répondu. Ces messages vocaux étaient affolés et empreints de culpabilité. L'un disait que je dramatisais. Un autre me disait de rentrer à la maison pour qu'on puisse régler les choses en famille, mais je n'osais même pas encore y penser. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un long SMS de sa part. Le ton était calme au début, mais il a vite changé. Tu es injuste envers Ézéchiel, a-t-elle écrit. Il fait de son mieux pour s'intégrer à notre famille. Le SMS de maman ce matin-là m'a fait une toute autre impression. Tu manques de respect à la mémoire de ton père en refusant de contribuer à mon bonheur. Si tu ne rentres pas à la maison pour t'excuser, il y aura des conséquences. J'ai répondu, si tu savais que mon mari a besoin de mon argent pour s'intégrer à la famille, je n'ai pas besoin de lui. Et quant aux conséquences, assume-les. Et les fourrer dans la gueule de ton mari.
Je n'ai pas besoin de te dire où. Ma mère a essayé de me menacer. Elle ignore que mon père m'a bien élevé. J'ai montré le message à Dylan et Gianna pendant le petit déjeuner. Gianna était à la moitié de son thé quand elle l'a lu et son visage s'est décomposé. Elle te menace maintenant. Elle a murmuré. Dylan a froncé les sourcils et s'est penché pour le relire. Ça règle le problème. J'appelle mon avocat aujourd'hui. Il faut qu'on s'assure que la confiance est bien établie. N'est-ce pas déjà le cas? Ai-je demandé, l'anxiété s'insinuant dans ma voix. Ça devrait l'être, a dit Dylan en se levant et en se dirigeant vers son bureau. Mais vu son comportement, je ne veux prendre aucun risque. Gianna a tendu la main par-dessus la table et m'a doucement serré la main. Je ne la reconnais plus, Cooper. Ce n'est plus la Chloé que j'ai connue. Quelque chose a changé en elle. J'ai hoché la tête, ravalant la boule dans ma gorge. Cela faisait 2 semaines que j'avais quitté la maison. 2 semaines de silence. De maman jusqu'à maintenant. Ces messages vocaux avaient cessé après les premières nuits. Puis les textos sont arrivés, plus froids et plus mordants qu'avant. Le dernier était bref mais brutal. J'ai choisi mon camp et je vais devoir vivre avec ma décision. Ni chaleur, ni regret, juste une ligne à ne pas franchir. Comme si cela ne suffisait pas, Ézéchiel m'a envoyé une demande d'amis sur les réseaux sociaux. Je l'ai regardé un moment, hésitant entre rire et crier. Je l'ai ignoré et j'ai supprimé la notification. L'avocat de Dylan a confirmé que la fiducie était juridiquement sûre. À toute épreuve, a-t-il dit. Il a examiné les documents originaux, les modifications et les dernières volontés de mon père. Maman n'avait aucun moyen légal d'accéder au fonds. En fait, l'avocat a mentionné que si elle persistait à essayer d'interférer avec la fiducie, ses actions pourraient être interprétées comme une tentative de fraude. Elle est sur la corde raide. Il a averti que toute pression ou manipulation supplémentaire autour de la fiducie pourrait avoir des conséquences juridiques. C'était un soulagement, mais aussi un choc, car je ne voulais pas me retrouver dans une situation où j'aurais besoin de protection contre ma propre mère. Maintenant, je retourne à l'école la semaine prochaine. J'ai fait mes valises, mais mentalement, je suis coincé. Je ne sais pas quoi faire de ma relation avec elle. Une partie de moi veut encore croire qu'il existe une version de maman qui ne voulait pas que les choses se gâtent autant. Une partie qui m'aimait, qui faisait des crêpes le samedi matin, qui pleurait avec moi à l'enterrement de papa. Mais ensuite, je me souviens qu'elle m'a menti pendant des mois. Elle a épousé quelqu'un dont elle n'avait jamais parlé. Elle a essayé de me soutirer de l'argent spécialement pour mes études. Et maintenant, elle dit avoir choisi son camp. Dylan et Gianna ont été incroyables. Ils n'arrêtent pas de me dire que leur maison est à moi aussi longtemps que j'en aurai besoin. Mais le deuil est différent maintenant. Je pensais avoir perdu mon père, un point c'est tout. Mais là, c'est perdre quelqu'un qui respire encore. Je suppose que c'est pour ça que j'ai commencé à creuser. J'ai commencé à fouiller ce à quoi j'avais accès. Ses anciens comptes de réseaux sociaux, ses albums partagés, tout ce qu'elle n'avait pas effacé. Elle avait supprimé la plupart de ses publications passées. Années, ce qui a immédiatement déclenché des signaux d'alarme. Malgré tout, j'ai trouvé des éléments, et en les reconstituant, des incohérences dans son récit ont commencé à apparaître. Ce qui avait commencé par de la curiosité s'est vite transformé en quelque chose de bien pire. J'ai exploré les réseaux sociaux de maman, le peu qu'il en restait, et j'ai retrouvé de vieux messages dans des restaurants et un bar à vin datant d'il y a 5 mois. Je me souvenais de certains de ces endroits de mon enfance. Maman avait dit qu'elle travaillait tard ou qu'elle était trop fatiguée pour parler pendant ces semaines, mais les dates ne mentaient pas. Sur certaines photos, Ézéchiel n'était pas dans le cadre, mais son reflet l'était. Sur l'une d'elles, je distinguais clairement son profil dans la fenêtre derrière elle. C'est à ce moment-là que mon estomac s'est durci. J'ai décidé de contacter quelqu'un qui pourrait me dire la vérité, quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir. Aria travaillait avec maman depuis des années, et elle avait toujours été gentille avec moi quand j'étais petite. J'ai trouvé son numéro dans une vieille chaîne de mails et je lui ai envoyé un SMS pour lui demander si elle avait le temps de parler. Elle m'a appelé 1 heure plus tard. « Cooper », a-t-elle dit d'une voix douce. « C'est tellement bon d'avoir de tes nouvelles. Je me demandais comment tu allais. »« Je me débrouille », ai-je dit prudemment. « Je voulais juste te demander quelque chose. C'est à propos de maman et d'Ézéchiel. » Il y a eu un silence. Puis j'ai deviné que ça allait arriver. Elle n'a pas hésité.
Aria m'a dit que la relation entre maman et Ézéchiel avait commencé bien plus tôt qu'on ne me l'avait dit. Son entreprise avait été chargée de moderniser les systèmes informatiques de son bureau pendant l'été, vers juillet. Elle a dit qu'elle avait commencé à les remarquer en train de déjeuner ensemble, de faire des pauses en même temps. C'était subtil, mais les gens le remarquaient. Cela ne devait se produire que 3 mois après la mort de papa. J'ai prononcé ces mots aigres. Je sais, a-t-elle dit doucement. Ta mère? Elle a beaucoup changé à cette époque. Au début, elle parlait de ton père tout le temps. Elle avait des photos de lui sur son bureau. Mais soudain, tout s'est arrêté. Elle a arrêté d'en parler. C'est là qu'Ézéchiel a commencé à apparaître plus souvent. J'étais silencieuse, à l'écoute, à réfléchir. Il y avait des rumeurs au bureau, continua-t-elle. Surtout quand on a appris qu'Ézéchiel était toujours marié. Son divorce n'a été prononcé qu'en octobre. J'ai serré les dents. Attends, alors elle le fréquentait alors qu'il était encore marié. Oui. Tout le monde le savait, mais personne ne voulait rien dire. On ne voulait pas empirer les choses. Elle semblait fragile au début, mais ensuite elle est devenue distante. Et quand on lui a demandé de tes nouvelles, elle a changé de sujet. J'avais l'impression qu'on me dépouillait de toute protection qui me restait. J'ai remercié Aria pour son honnêteté, puis j'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Dylan. Il a décroché à la 2e sonnerie. Dis donc, Cooper, je viens de parler à une collègue de maman, ai-je dit. Ma voix tremblait. Elle m'a menti. Elle ment surtout. Je lui ai raconté ce qu'Aria avait raconté à propos des déjeuners, de la chronologie, du fait qu'Ézéchiel était toujours marié. Dylan n'a pas semblé surpris. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a poussé un soupir et a dit, « J'ai quelque chose à te dire. » Qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de te protéger, mais je pense que tu mérites de tout savoir maintenant. Mon cœur se serra. Dylan continua, en septembre, j'ai reçu un appel d'un avocat représentant ta mère et Ézéchiel. L'avocat prétendait que, puisque ta mère s'était remariée, la fiducie devait désormais être considérée comme un bien matrimonial auquel Ézéchiel avait droit d'accès. Quoi? Ouais, dit Dylan. Ça n'a pas tenu. Mon avocat l'a immédiatement rejeté, mais cela signifiait qu'il préparait ça depuis des mois. J'avais froid aux mains, même si la pièce était chaude. Ce n'est même pas tout, dit-il après une pause. Ton père, il m'en a parlé avant de mourir. Lorsqu'il a créé la fiducie, il a été très réfléchi. Il m'a dit qu'il voulait que je sois la fiduciaire parce qu'il s'inquiétait du jugement de ta mère. Il a dit qu'elle prenait parfois des décisions financières impulsives. Il ne voulait pas que quoi que ce soit mette en péril ton éducation. La voix de Dylan s'est légèrement brisée. Il a dit qu'il devait s'assurer que ton avenir soit protégé, quoi qu'il arrive à leur mariage. J'étais assise dans la chambre d'amis chez Dylan et Gianna quand le numéro inconnu est apparu sur mon écran. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Allô, c'est Cooper, a demandé une voix de femme. Oui, c'est qui? Je m'appelle Abigail. Je suis l'ex-femme d'Ézéchiel. J'espère que ce n'est pas trop direct, mais j'ai découvert votre profil grâce à des relations communes et j'ai ressenti le besoin de vous contacter. Je voulais vous mettre en garde contre Ézéchiel. Mon estomac s'est noué. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit qu'Ézéchiel avait un comportement habituel. Il s'en prenait aux femmes financièrement vulnérables. Elle a dit, quand ils se sont mariés, il était charmant, fiable, affectueux. Il m'a convaincu de l'ajouter à mes comptes en banque et à mon prêt immobilier. Elle a dit, je pensais que c'était normal. Je pensais construire une vie avec quelqu'un qui m'aimait. Sa voix s'est durcie. Mais quand les choses ont commencé à mal tourner, il a essayé de me réclamer la moitié de tout ce que j'avais, même l'héritage de mes parents. J'ai dû engager un avocat pour garder ce qui m'appartenait. Je n'en croyais pas mes oreilles. Donc, ce n'était pas juste un divorce compliqué. Non, a-t-elle dit fermement. Ézéchiel était très doué pour se présenter comme un partenaire attentionné et stable, mais son véritable intérêt était toujours la sécurité financière. J'ai dégluti. Ma mère a un fonds d'éducation créé par mon père. Elle essaie d'y accéder. Ézéchiel 2. Abigail a poussé un soupir comme si elle avait déjà entendu cette histoire. Ça ressemble exactement à ce qu'il a fait avec moi. Il a essayé d'utiliser les lois sur les biens matrimoniaux pour accéder à mon compte retraite.
Il a prétendu que parce que nous étions mariés, il y avait droit. C'était un cauchemar. Puis elle a lâché une autre bombe. Il s'est marié 2 fois avant moi. Les 2 se sont soldés par des conflits financiers. Tu n'es pas la première à vivre ça, et je doute que tu sois la dernière. Son dernier avertissement m'a profondément blessé. Il a tendance à s'en prendre aux veuves et aux divorcées, surtout celles qui ont quelque chose à perdre mais sont émotionnellement vulnérables. Et une fois qu'il est en contact, il essaie de les isoler de quiconque le questionne. Je l'ai remercié de m'avoir parlé. Je lui ai promis de prendre la chose au sérieux, et je l'ai fait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à rédiger le plus long email que j'ai jamais écrit. J'y ai mis tout ce que j'avais. Toutes les informations qu'Abigail m'avait données, des captures d'écran de la chronologie d'Ézéchiel avec sa mère et des photos prouvant qu'il était encore marié au début de leur relation. J'ai terminé en disant, tu n'es pas obligé de croire Abigail, mais tu te dois au moins de poser les questions. 2 jours plus tard, ma mère a répondu. Son email était froid et détaché. Elle m'accusait d'avoir engagé un détective privé pour l'espionner. Et Ézéchiel a dit que j'essayais de détruire son bonheur parce que je ne supportais pas qu'elle quitte son père. Elle a insisté sur le fait qu'Abigail était simplement jalouse de son nouveau mari. J'étais amer qu'Ézéchiel ait trouvé quelqu'un de mieux. Puis elle a lâché sa propre bombe. Elle a dit qu'elle et Ézéchiel envisageaient de déménager dans un autre état pour prendre un nouveau départ, un endroit où ils pourraient vivre leur vie sans l'interférence de personnes refusant de soutenir leur relation. La dernière phrase a été celle qui m'a le plus blessé. Si tu continues à causer des problèmes, tu ne seras plus le bienvenu chez eux. Après avoir lu le courriel de maman, je suis resté assise à fixer l'écran. Il n'y avait aucune chaleur dans ses paroles, aucune ouverture, juste de la déviation, du déni, et cette menace à peine voilée. Tu n'es plus le bienvenu chez eux. Je l'ai montré à Dylan. Il l'a lu attentivement, puis l'a transmis à son avocat. L'avocat n'a pas mâché ses mots. Ce courriel pourrait être précieux si la situation s'envenimait. Il a dit, cela démontre une volonté de donner la priorité à son nouveau mariage plutôt qu'à ton bien-être financier et émotionnel. Continue à tout documenter. J'ai hoché la tête, le cœur vide. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des demandes d'amis d'inconnus. Au début, je les ai ignorées. Mais après la 5e ou la 6e, la curiosité m'a pris. J'ai cliqué sur quelques profils et quelque chose clochait. C'étaient tous des hommes ou des femmes d'âge moyen que je n'avais jamais rencontrés. Leurs pages semblaient neuves, avec très peu de photos. Certains publiaient des messages vagues sur un nouveau départ ou une seconde chance. En parcourant leur liste d'amis, une tendance s'est dessinée. Ézéchiel, ils étaient tous connectés à lui. J'ai montré à Dylan. Il a haussé les sourcils et a sorti son téléphone pour appeler son avocat. Il pourrait s'agir d'une tentative de collecte d'informations, a dit l'avocat. Votre localisation, votre école, tout ce qui est utile sur votre situation financière. Ce n'est pas rare quand il y a de l'argent en jeu, j'ai tout verrouillé ce soir-là, j'ai rendu mes réseaux sociaux privés, bloqué tous les comptes inconnus et supprimé tous les messages trop révélateurs. Gianna s'est assise à côté de moi. Pendant que je travaillais. Examinons aussi vos comptes financiers, a-t-elle dit, par précaution. Nous avons tout récupéré. La plupart tout allait bien, intact. Le fonds fiduciaire était toujours bloqué sous la gestion de Dylan. Mais un ancien compte a attiré son attention. Attendez, celui-là? Votre compte d'épargne pour le lycée? J'ai cligné des yeux. Ah oui, maman m'a aidé à le créer quand j'avais 15 ans. Elle a cligné des yeux dans les paramètres du compte. Elle est toujours copropriétaire. Il n'y avait qu'environ $800 dedans, mais ce n'était pas le but. On devrait lui retirer l'accès, a dit Gianna. Si elle ou Ézéchiel sont assez désespérés pour fouiller, ce serait une cible facile. Je suis allé à la banque le lendemain matin pour régler le problème. La caissière était polie, mais a marqué une pause lorsqu'elle a ouvert le compte. Drôle de timing, a-t-elle dit. Quelqu'un est venu la semaine dernière pour poser des questions sur vos comptes. J'ai senti mon estomac se nouer. Vous savez qui? Elle a secoué la tête. Désolé, je ne peux pas donner de nom, mais il n'était pas répertorié sur ce compte. Je n'ai rien dit, bien sûr. Politique de la banque. Je l'ai remercié et je suis parti, plus perturbé que je ne voulais l'admettre. C'était impossible. J'aurais pu être quelqu'un d'autre que maman ou Ézéchiel. Ce soir-là,
J'étais assise dans le salon de Dylan et Gianna, essayant encore de réaliser à quelle vitesse tout avait changé. Ça ne me semblait pas réel. Il y a quelques mois à peine, maman et moi nous appelions tous les 2 ou 3 jours, pour prendre de nos nouvelles, rire des vieilles habitudes de papa, parler de la façon dont nous gérions la situation. Maintenant, elle était presque une inconnue. Gianna remarqua que j'étais silencieuse et vint s'asseoir à côté de moi. « Ça va ?» J'ai hoché la tête en réfléchissant. Elle a hésité puis a dit, « Tu sais, après la mort de ton père, ta mère m'appelait toutes les semaines, parfois plus d'une fois. Elle pleurait, me disait combien il lui manquait. On se racontait des anecdotes. Ça a aidé, je crois. » Je l'ai regardée. « Quand a-t-elle arrêté de m'appeler ? » « Août, a-t-elle dit doucement. Juste au moment où ta mère a commencé à voir Ézéchiel. Je suis de retour à l'école maintenant, j'essaie de faire profil bas et de me concentrer sur mes cours. Ce n'est pas facile, mais ça aide d'avoir un peu de recul. Le fonds fiduciaire est sécurisé, donc au moins je n'ai pas à me soucier de payer mes études. C'est un poids de moins sur mes épaules. Mais je suis encore aux prises avec les conséquences émotionnelles, surtout la réalité grandissante que ma relation avec ma mère pourrait être définitivement endommagée. La semaine dernière, elle m'a envoyé un autre email. J'espère qu'un jour tu comprendras que je mérite d'être heureuse. Ézéchiel me redonne vie comme je ne l'avais plus ressenti depuis la maladie de ton père. C'était le genre de message qui m'a fait rester silencieuse un moment. Le ton était tellement auto-justificateur, comme si elle réécrivait l'histoire pour défendre tout ce qu'elle avait fait. On ne ressemblait pas à la femme qui m'a élevée. On aurait dit quelqu'un essayant de se convaincre qu'elle n'avait rien fait de mal. Je n'ai pas répondu. Je n'ai répondu à aucun de ses messages depuis ce dernier email où elle m'a dit que je n'étais pas la bienvenue chez elle. Chaque fois que je pense à répondre, j'entends la voix de Dylan. Tu ne peux pas réparer cette coopérative. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Gianna m'a répété la même chose quelques jours plus tard. Soigne-toi d'abord, m'a-t-elle dit doucement. Le reste ne te concerne pas. J'ai essayé de suivre leurs conseils. Je sais qu'ils ont raison. Mais malgré tout ce que j'ai appris sur la relation de maman avec Ézéchiel, sur la tentative d'accès à mes comptes, ça me fait encore mal. Je n'ai pas seulement perdu mon père l'année dernière. D'une certaine manière, j'ai aussi perdu ma mère. Puis, il y a 3 semaines, la situation s'est encore aggravée. J'ai reçu une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. La simple vue de mon nom sur l'enveloppe m'a retourné l'estomac. Je me suis assise sur mon lit de dortoir pendant 1 minute avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une mise en demeure officielle. Elle prétendait représenter maman et Ézéchiel dans un litige concernant la succession de papa. J'ai senti ma gorge se serrer à mesure que je lisais ligne après ligne. La lettre accusait Dylan, mon frère, le fiduciaire, de mauvaise gestion du fonds fiduciaire. Elle exigeait que tous les documents financiers soient remis pour examen. Puis, juste au moment où je pensais que c'était on ne peut plus ridicule, j'ai lu le paragraphe suivant. Il affirmait que Dylan et Gianna me manipulaient pour que je me retourne contre ma propre mère. Et puis, il disait que maman avait le droit légal de s'assurer que les intérêts financiers de son enfant mineur soient correctement gérés. Enfant mineur. J'ai ri une seule fois, incrédule, car j'ai 20 ans, pas 16, ni 17, 20, une adulte. Et la fiducie a été créée spécifiquement pour empêcher maman de mettre la main sur l'argent. J'ai immédiatement appelé Dylan et lui ai lu la lettre. J'entendais la frustration dans sa voix. On savait que quelque chose comme ça pouvait arriver, a-t-il dit. J'envoie ça à l'avocat immédiatement. Plus tard dans la soirée, nous avons eu un appel vidéo avec son avocat. Il avait l'air calme, mais son expression s'est crispée en lisant la lettre. Après une pause, il expira et dit, c'est surtout du baratin juridique. Ils essaient de t'intimider. La lettre est volontairement vague. Ce ne sont que des insinuations et aucun argument concret, mais nous allons la prendre au sérieux et tout documenter au cas où il tenterait de porter plainte. Puis il ajouta quelque chose qui m'a marqué. J'ai fait des recherches sur le cabinet d'avocats qui m'a envoyé ça. Ils sont spécialisés dans les litiges successoraux et ont la réputation de traiter des dossiers sans grand fondement juridique. Plusieurs avis en ligne sur ce cabinet indiquaient qu'ils acceptaient des plans de paiement et représentaient souvent des personnes impliquées dans des litiges successoraux. Plus je lisais, plus je réalisais à quel point la situation devait devenir désespérée pour maman et Ézéchiel. Ils payaient probablement cher.
De l'argent qu'ils n'avaient peut-être même pas pour des conseils juridiques qui leur ont donné de faux espoirs quant à l'accès à ma fiducie. 2 jours après l'arrivée de cette lettre, quelque chose d'encore plus troublant s'est produit. J'étais en train de réviser pour un partiel quand Gianna m'a appelé. Sa voix était tendue, comme si elle essayait de garder son calme, mais n'y parvenait pas. « Bon sang, dit-elle, il faut que je te raconte un truc bizarre qui vient de se passer. Notre voisin a vu quelqu'un marcher dans la rue tout à l'heure. Il a dit qu'il prenait des photos de maison. » Je me suis figé. « Que veux-tu dire? Des photos d'agences immobilières? » Non, plutôt de la surveillance, dit-elle. Et le voisin l'a bien vu. Il a dit qu'il correspondait presque parfaitement à la description d'Ézéchiel. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Que faisait-il là? Ai-je demandé. Il a dit au voisin qu'il mettait à jour les registres fonciers du comté. Gianna a répondu. Mais quand le voisin a demandé une pièce d'identité ou des papiers, il n'avait rien. Rien d'officiel. Dylan était en retrait pendant que Gianna parlait. Je l'ai entendu lui dire quelque chose. Puis elle est revenue. On installe des caméras, a-t-elle dit. Devant et derrière. Et notre avocat pense qu'on devrait signaler la situation à la police si quelque chose d'autre se produit. Il a dit, entre la lettre et ça, c'est clair qu'il s'envenime. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai regardé mon téléphone sans arrêt, en train de repasser. L'idée d'Ézéchiel couvrant la maison comme une sorte de prédateur. Et puis la semaine suivante, ça a empiré. J'ai reçu un appel du bureau d'aide financière de mon université. Au début, je pensais que ce n'était qu'un enregistrement de routine jusqu'à ce que l'administrateur baisse la voix et dit « Nous avons demandé à quelqu'un de prétendre être votre mère. Elle a demandé votre statut d'inscription, vos notes et vos détails d'aide financière. Nous ne lui avons rien donné. Nos politiques sont strictes, mais nous voulions que vous soyez conscients. » Mon cœur est tombé. Je leur ai dit tout ce que j'étais dans un litige avec ma mère et son nouveau mari, et qu'ils pourraient réessayer. L'administrateur a hoché la tête. J'ai dit que j'avais mis un drapeau sur mon compte, et m'a encouragé à vérifier avec d'autres départements. Alors je l'ai fait. Lorsque j'avais appelé le bureau des régissions, ils ne l'ont confirmé. Information thankfully. But the fact that someone was calling at all was terrifying. They weren't just trying to take my money anymore. They were trying to track my movement, my future. For what? To anticipate when the trust transferred completely into my name to corner me legally. He didn't know. And not knowing made it worse. He couldn't take the anxiety anymore. He needed answer from a source, no matter how painful the conversation might be. He sat in the hallway outside my dorm room, took a deep breath, and called maman. Elle évitait mes appels depuis des mois. Au moment où maman a ramassé, elle est allée directement sur l'offensive. Je ne sais pas ce que Dylan vous a dit. Elle a cassé. Mais il vous a retourné contre votre propre mère. Vous prenez des décisions qui vont ruiner votre avenir, Cooper. Je n'ai même pas eu la chance de dire bonjour. C'était comme si elle avait un script prêt. Ézéchiel a de vraies connexions commerciales. Elle a poursuivi, il pourrait vous aider à décrocher un travail solide après l'obtention de votre diplôme si vous cessez d'être si hostile à propos de notre mariage. Je l'ai laissé parler un instant, stupéfaite par la façon dont elle a sonné différent de la maman que je connaissais. Quand j'ai finalement coupé, j'ai posé des questions sur les appels à mon université. J'essayais juste de rester impliqué dans votre éducation, a-t-elle déclaré, indignée. Tout parent attentionné le ferait. J'ai parfaitement le droit de savoir comment mon fils se fait à l'école. J'ai serré ma mâchoire. Vous avez abandonné ce droit, dis-je aussi uniformément que possible. Quand vous avez essayé de voler l'argent que papa a mis de côté pour mon collège et m'a menti à propos d'Ézéchiel. Il y avait un battement de silence avant que sa voix ne soit devenue nette. Contrôlant de l'argent. Sabotage est au-delà de la tombe quand tout ce qu'il a fait était d'essayer de me protéger. J'ai raccroché. Le lendemain, elle a envoyé un SMS. Attachée était une photo d'Ézéchiel debout à côté d'une voiture de luxe brillante, un énorme arc rouge drapé sur le capot. La légende en dessous se lit comme suit, c'est le genre de vie que nous pourrions vous donner si vous cessez de nous combattre. Ézéchiel veut vous acheter une voiture pour votre anniversaire. Il pourrait même vous aider à obtenir un stage dans son entreprise, mais nous avons besoin de flexibilité.
Le fonds en fiducie est juste assez là et utilisé quand il pourrait aider toute notre famille. J'ai regardé le message pendant longtemps, puis je suis entré dans la cuisine et je l'ai montré à Dylan et Gianna. Gianna a secoué la tête, a l'air dégoûtée. S'il peut se permettre, pourquoi il demande votre argent? Elle a dit. Dylan a froncé les sourcils et a pris des émissions de messages. Pour utiliser votre collège. Abigail a appelé à nouveau. Je ne savais pas si je devais appeler, a-t-elle dit. Mais je pense que vous devez savoir. Ézéchiel m'a contacté. J'ai senti ma poitrine se resserrer. Quoi? Pourquoi? Il a fait semblant de vous inquiéter pour vous, a-t-elle dit. Il m'a dit que vous étiez manipulé par des gens fidèles à votre père. Il a dit que vous étiez confus et que vous aviez besoin de conseils pour adultes, des personnes qui comprenaient une dynamique familiale complexe. Je suis resté silencieux, je ne sais pas quoi dire. Puis il a commencé à poser des questions sur vous. Abigail a continué. Il voulait savoir si je pensais que vous étiez assez mature pour gérer vous-même les décisions financières. Mon estomac est tombé. Il est qu'il essaie de me faire paraître incompétent. C'est exactement ce que ça faisait. A-t-elle confirmé? Cooper, ça a fait ramper ma peau. Il creusait, essayant de construire un cas que vous n'êtes pas capable de gérer votre propre vie. Dès que j'ai raccroché, j'ai appelé l'avocat de Dylan et tout expliqué. Il a écouté attentivement, puis a répondu d'un ton calme mais sérieux. Les documents de confiance sont solides. Il vous nomme en tant que bénéficiaire ayant des droits clairs, a-t-il dit. Soyez prêts. Quand j'ai pensé que ça ne pouvait pas empirer, j'ai reçu un appel de sécurité du campus. Monsieur Cooper, a déclaré la voix au téléphone. Nous devons vous informer d'un incident survenu sur le campus impliquant une personne prétendant être votre beau-père. Mon cœur a commencé à battre. Ézéchiel, oui, nous le croyons, a confirmé l'officier. Il a approché plusieurs travailleurs de la maintenance demandant votre dortoir et votre horaire de classe. Il a dit qu'il voulait vous surprendre. J'ai pressé ma main sur mon front. Vous plaisantez. Non, monsieur. Nous avons tiré des images de sécurité du hall principal. Il a passé près d'1 heure à se promener en posant des questions. Lorsque notre personnel l'a confronté et a demandé une carte d'identité, il ne pouvait pas fournir de preuves de relation. Nous lui avons demandé de partir. En raison de la nature de ses questions et du fait qu'il s'était attardé sur le campus, nous avons déposé un rapport d'incident et émis une interdiction officielle. Il n'est plus autorisé sur la propriété universitaire. Je les ai remerciés, mais je pouvais à peine m'entendre au-dessus du martèlement dans mes oreilles. Quand j'ai dit à Dylan et Gianna, ils avaient tous deux l'air horrifiés. Il vous traque, a déclaré Gianna. Cela est allé bien au-delà des menaces juridiques. Vous devez rentrer à la maison, a déclaré Dylan. Nous allons comprendre quelque chose, mais vous ne pouvez pas y rester seul. Ils ont proposé de m'aider à transférer dans une école plus proche d'eux, quelque part où ils pouvaient garder un meilleur œil sur les choses. Pour la première fois, je le considérais sérieusement parce qu'Ézéchiel n'essayait pas de manipuler maman ou de creuser dans mes finances. Il recherchait ma routine quotidienne. Toute cette situation s'est transformée en quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire lorsque j'ai découvert que maman avait secrètement épousé Ézéchiel. Ce n'était plus une relation précipitée. Il ne s'agissait pas du chagrin ou de l'impulsivité. Il est devenu plus clair chaque jour qu'Ézéchiel était un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un qui a utilisé des tactiques manipulatives calculées pour isoler les gens et obtenir ce qu'il voulait. Et d'une manière ou d'une autre, il avait emmené ma mère avec lui. Je ne peux toujours pas croire que perdre papa finit par la perdre aussi. Mais je devais accepter qu'elle avait fait des choix. Des choix qui ont rendu une relation saine entre nous impossible. Puis est venu ce que je sais maintenant sera la dernière paille. 2 semaines plus tard, j'étais dans la bibliothèque en essayant de rester concentré sur un document de recherche quand mon téléphone basse. C'était Dylan. Coupé, je dois vous dire quelque chose en ce moment. Maman et Ézéchiel sont à ma porte d'entrée. J'ai cligné des yeux. Attendez, quoi? Chez vous? Ouais, ils sont ici depuis 20 minutes. Je leur ai dit que tu n'étais pas là, mais Ézéchiel continue de crier, exigeant de te parler. Il dit qu'il a le droit de parler avec son beau-fils de son avenir financier. En arrière-plan, je pouvais entendre la voix de Gianna, tendue et tranchante. Je viens d'appeler la police, a-t-elle dit. Cela devient incontrôlable.
Je me suis levé au milieu de la bibliothèque, le cœur battant, les livres oubliés. Que fait-il maintenant? J'ai demandé à essayer de regarder à travers les fenêtres. Dylan a dit, maman dans la voiture en pleurant, mais elle ne l'arrête pas. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un policier ne m'appelle directement. Cooper, a-t-il demandé, nous avons répondu à une perturbation impliquant votre mère et son mari. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe? J'ai tout expliqué. Ézéchiel apparaissant sur le campus, les appels téléphoniques suspects, la surveillance, les lettres légales, même les avertissements d'Abigail. L'officier a écouté patiemment, puis a dit quelque chose qui m'a arrêté froid. En fonction de ce que vous décrivez, cela peut être qualifié comme harcèlement. Si vous souhaitez déposer un ordre de retenue, nous pouvons vous aider à commencer ce processus. L'avocat de Dylan nous a aidés à déposer les documents la même semaine. Les accusations. Compte, de celui d'un ami. Elle n'a même pas essayé de cacher l'amertume cette fois. Vous avez détruit cette famille, a-t-elle écrit. Votre père aurait honte de la personne que vous êtes devenue. Puis elle a dit quelque chose qui m'a laissé stupéfait. Nous déménageons en Arizona, quelque part que les gens ne nous jugent pas pour être amoureux. Elle a ajouté qu'elle avait contracté une deuxième hypothèque sur la maison pour couvrir les frais juridiques. Je vais devoir vendre l'équipement commercial de votre père, a-t-elle écrit. C'est la seule façon de rester en avance sur les paiements que vous m'avez forcé. Si vous veniez de partager l'argent du fonds en fiducie, c'est là que j'ai cessé de lire. Cet email de maman, celui où elle m'a blâmé pour tout aurait dû être la fin. Mais en réalité, ce n'était que la confirmation finale de la distance qu'elle était vraiment. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce qu'elle a dit à propos de l'hypothèque de la maison, de la vente d'outils de papa, des mêmes outils que j'ai utilisés pour l'aider à organiser, ce qu'il m'a appris à utiliser à l'âge de 10 ans. J'ai appelé Dylan immédiatement après avoir lu le message. Est-ce vrai? Je lui ai demandé, a-t-elle vraiment retiré une deuxième hypothèque? Il n'a pas hésité. Ouais, coopérative. J'ai vérifié les enregistrements. Tout est là. L'assurance vie de votre père a payé la maison il y a des années. Il ne l'a pas eu besoin de le faire. Échelle avec ses initiales brûlées dans le côté. Certainement pas pour Ézéchiel. Tout comme elle l'a dit, maman et Ézéchiel sont partis pour l'Arizona. Quelques jours après leur départ, Dylan m'a remis une adresse de transfert de lettres de son avocat. Il a dit, et ça? Il m'a passé une petite note pliée écrite dans l'écriture de maman. Je l'ai reconnue instantanément. J'espère que vous me contacterez lorsque vous serez prêt à vous excuser pour la douleur que vous avez causée. C'était ça. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Pas de regret. Juste une dernière torsion du couteau. Comme si j'étais celui qui devait dire désolé. J'ai jeté la note dans la poubelle sans la lire 2 fois. Je ne prévois pas de tendre la main. J'ai fini d'essayer de sauver quelque chose qui n'existe plus. Certaines relations se cassent au-delà de la réparation. Et maman a franchi toutes les lignes possibles lorsqu'elle a choisi Ézéchiel sur son propre fils. Donc, j'ai fait mes choix. Je reste à mon université et pendant les pauses, je vis avec Dylan et Gianna. Ils sont devenus plus que les vieux amis de papa. Ce sont les gens sur lesquels je peux compter, les gens qui sont restés. Le fonds fiduciaire est toujours sûr et je n'aurai pas à m'inquiéter des frais de scolarité ou du loyer. J'étudie maintenant l'administration des affaires en mettant l'accent sur la planification financière. Après tout ce qui s'est passé, je sais à quel point il est essentiel de comprendre non seulement de l'argent, mais aussi de le protéger des personnes qui veulent l'exploiter. J'ai également commencé à faire du bénévolat avec une organisation du campus qui soutient les étudiants aux prises avec la crise familiale. Raconter mon histoire m'a aidé à parcourir les pires parties, et j'ai rencontré d'autres qui comprennent ce que signifie être blessé par les gens qui sont censés vous aimer le plus. Ensuite, le mois dernier, j'ai reçu un appel qui m'a rappelé que ce n'était peut-être pas terminé. C'était Abigail Cooper, dit-elle, sa voix serrée. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Ézéchiel m'a contacté. J'ai demandé immédiatement sur le bord. Il posait des questions sur vous, a-t-elle dit. J'ai essayé. De prétendre qu'il était inquiet que vous soyez isolé. A dit qu'il pense que Dylan vous manipule. Il essaie toujours de créer cette idée que vous n'êtes pas assez stable pour prendre vous-même des décisions. J'ai senti un froid courir à travers moi. Faire vous penser qu'il planifie quelque chose avec Ézéchiel? Oui. Elle a dit qu'il ne s'arrête pas quand il y a de l'argent impliqué. Vous devez rester vigilant.
Quand j'ai dit à Dylan, il n'a même pas tressailli. Nous le gérons. Il a dit, nous gardons chaque message, chaque appel téléphonique, chaque tentative étrange de vous contacter s'il réessaie quelque chose. Il hocha la tête vers un dossier épais sur la table de la cuisine. Nous élargirons l'ordonnance d'interdiction pour couvrir le harcèlement à longue distance. L'avocat de Dylan m'a donné un dernier conseil après avoir mis à jour l'ordonnance d'interdiction. Cooper, a-t-il dit, soyez prudent avec vos médias sociaux. Ne partagez pas votre emplacement. Ne publiez rien qui pourrait donner à Ézéchiel plus de munitions. J'ai hoché la tête. Je n'avais même pas pensé à quel point quelqu'un comme Ézéchiel pouvait creuser juste en faisant défiler un profil. Une partie a accepté une vérité insuffisante. Patient, moins en colère. Voir. Mais je sais que maintenant, rien de tout cela n'a jamais été sur ce que j'ai fait ou n'a pas fait. Il s'agissait de qui elle était devenue. Dylan et Gianna m'ont appris à quoi ressemble la vraie famille. Lorsque ma propre mère m'a échoué, ils ont ouvert leur maison. Ils n'ont jamais hésité. Pas quand cela signifiait faire face aux avocats, pas quand cela signifiait mettre en place des caméras de sécurité, et non quand cela signifiait se tenir entre moi et Ézéchiel. Ils m'ont protégé quand elle ne le ferait pas. Ils ont honoré les souhaits de papa, même s'il aurait été plus facile de s'éloigner. Gianna l'a dit le mieux une nuit lorsque nous dînions, nous sommes tous les trois à la table de la cuisine. Coupé, nous avons adoré ton père comme un frère. Il nous a fait confiance avec sa promesse la plus importante. Vous et nous n'allons pas briser cela. Je n'ai rien dit tout de suite. Je les ai juste regardés, j'ai vraiment regardé et j'ai réalisé que c'était ce que la famille était censée se sentir. Sûr, stable, vrai. Je termine mon année junior forte. Mes notes sont bonnes. J'ai déclaré ma majeure en administration des affaires, en mettant l'accent sur la planification financière. La confiance Fun couvrira le reste de mes frais de scolarité, et il en restera suffisamment pour me donner un coussin une fois que j'aurai obtenu mon diplôme. Papa a prévu cela. Il a construit des garanties dans cette confiance, donc je ne devrais jamais dépendre de personne d'autre, pas même de lui. Si quelque chose se produisait, il n'a probablement jamais imaginé une situation aussi extrême, mais il s'est quand même assuré que je serais d'accord. Parfois, je me demande ce qu'il dirait s'il voyait tout ce qui s'est passé. J'y pense beaucoup, surtout les jours difficiles. Je crois qu'il serait fier non seulement des notes ou du major, mais du fait que je me tenais debout. Que je n'ai laissé personne me culpabiliser pour abandonner mon avenir. Que j'ai protégé ce qu'il a travaillé si dur pour me laisser derrière moi. Et je pense qu'il serait reconnaissant que Dylan et Gianna se soient intensifiés. Qu'ils sont devenus les gens sur lesquels je pouvais compter lorsque tout le reste s'est effondré. Il a bien choisi ses amis. Leur loyauté envers moi prouve qu'il savait exactement ce qu'il faisait quand il leur a demandé de s'occuper des choses. Toute cette expérience a changé ma façon de voir la famille. Le sang ne signifie pas grand-chose si le peuple qui le partage ne vous tiendra pas à vos côtés quand cela compte. La vraie famille est faite des personnes qui mettent votre bien-être au-dessus de leur propre confort. Même quand c'est gênant, même quand c'est difficile. 6 mois se sont écoulés depuis que maman et Ézéchiel ont déménagé en Arizona. La vie avait recommencé à se sentir à nouveau normale. Je venais de terminer à mi-parcours et je passais le week-end à aider Gianna avec un lecteur caritatif local lorsque mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant a déclaré que le service de police de Flagstaff. Au début, je pensais que ce devait être une erreur. Peut-être un appel de spam ou quelqu'un qui essaie de atteindre la mauvaise personne. Mais quand j'ai répondu, la voix de l'officier était calme et sérieuse. Est-ce Cooper Miller? Oui. Je suis désolé de vous informer. Votre mère, Chloé Miller, a été admise au centre médical de Flagstaff tard hier soir. Elle est dans le coma. Attendez, quoi? Je suis tombé en arrière. Les mots ne s'inscrivant pas tout à fait. Elle a subi un traumatisme crânien grave. Des témoins disent que son mari, Ézéchiel Jamzon, l'a agressée lors d'une dispute en dehors de leur résidence. Il s'est enfui la scène avant notre arrivée. Nous avons émis un mandat et nous le recherchons activement. Le reste de l'appel était un flou. Je me souvenais à peine raccroché. Gianna a dû me stabiliser quand elle a vu le regard sur mon visage. Coup d'état, qu'est-ce que c'est? C'est maman. Ézéchiel l'a mise dans le coma. Les flics. Ils pensent qu'il a essayé de la tuer. Malgré tout, je me suis envolé pour l'Arizona cette nuit-là. Je ne savais pas pourquoi.
Je savais juste que j'avais besoin de le voir par moi-même. L'hôpital m'a laissé entrer parce que j'étais ses proches parents. Quand je suis entré dans cette pièce, je l'ai à peine reconnu. Tube dans sa bouche, ecchymose sur son visage. Ses bras boitent par ses côtés comme si elle avait déjà quitté son corps. Je me suis assis là pendant longtemps en regardant. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas tenu la main. Je me suis assis et j'ai essayé de ressentir autre chose que la douleur terne dans ma poitrine. Une semaine s'est écoulée. Je suis resté dans un motel voisin. Chaque jour, je me suis enregistré avec ces médecins. Le 7e matin, l'un d'eux m'a arrêté dans le couloir. Elle est éveillée, toujours groggy, mais elle vous a demandé. Entrer dans cette pièce était à nouveau différent. Ses yeux étaient ouverts maintenant. Injectés de sang, creux, enfoncés dans un visage que je reconnais à peine. Elle avait encore des ecchymoses et des coupes sur son visage. Elle m'a regardé comme si elle ne s'attendait pas à ce que je venais vraiment. Cooper, chuchota TL. Je suis resté près de la porte. Tu es venu. Sa voix craqua. Je ne pensais pas que tu le ferais. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas là pour la réconforter. Je suis désolé, chuchota TL. Je suis vraiment désolé pour tout. Pour l'avoir choisi, pour l'argent, pour ne pas vous croire, pour ne pas vous protéger. Vous aviez raison à son sujet. À propos de tout. J'ai regardé le sol. La culpabilité dans sa voix était réelle. Peut-être pour la première fois. Il a changé si vite. Elle a continué après avoir déménagé. Il a cessé de faire semblant. Il contrôlait tout. Mon téléphone, mon compte bancaire. Il m'a utilisé. Cooper. Il m'a blessé pendant des jours et j'avais trop honte de demander de l'aide. Je voulais tendre la main, mais je savais tu m'as détesté. Je savais que je le méritais. Je me rapprochais un peu. Pas grand-chose. Vous avez raison. Tu le fais, dis-je. Vous le laissez entrer dans nos vies. Vous le laissez déchirer notre famille. Vous l'avez laissé essayer de détruire le futur papa laissé pour moi. Vous en méritiez chaque morceau. Des larmes coulaient sur ses joues meurtries. Je n'ai rien, chuchota TL. Pas de maison, pas de travail, pas d'argent. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai secoué la tête lentement. L'ordonnance d'interdiction est toujours en place, maman. Vous ne faites plus partie de ma vie. C'était votre décision. Et maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. Son visage froissé. Vous partez vraiment? Oui. Je viens de voir votre disparition. J'ai dit, vous avez fait vos choix. Maintenant, je fais le mien. Je suis sorti de cette chambre d'hôpital sans regarder en arrière. Une partie de moi voulait se sentir cruelle, mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais clair, résolu. Elle s'était finalement excusée, mais certaines choses ne sont pas réparées par des mots. J'ai monté à bord du vol de retour ce soir-là, et quand j'ai atterri, Gianna et Dylan m'attendaient à la porte. Pas de questions, pas de discours, juste des personnes qui avaient toujours montré. C'était tout ce dont j'avais besoin.